entretien exclusif avec le docteur Daniel Mengara, l'homme que vous allez découvrir, qu'on ne présente plus à certaines générations. C'est un honneur fait à la télévision du futur. Il a bien voulu nous recevoir chez lui, ici, à Libreville, dans la partie nord de la capitale gabonaise. Rappelez que nous sommes aujourd'hui, le 16 août 2015, à un jour justement de la célébration du 55e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Un honneur, disons-nous. Docteur Daniel Mengara, merci de nous avoir conviés chez vous, parce que c'est là l'occasion, une énième occasion pour vous de vous adresser aux nombreux Gabonais. Oui, merci Monsieur Cyrano. Je voudrais évidemment vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre chaîne de télévision, TV+. Je remercie évidemment TV+, pour l'opportunité, et certainement, après 17 ans d'exil, je me sens en effet le plaisir d'être chez moi. Il m'a manqué énormément l'opportunité de communiquer avec le peuple gabonais. Cette opportunité aujourd'hui est réelle. Et voilà pourquoi je voudrais commencer par peut-être parler de cette symbolique du 17 août, puisque vous l'avez évoqué. Allons-y. Le 17 août, pour nous, évidemment, aujourd'hui, nous l'interprétons comme le moment de nos indépendances. Mais je crois que le Gabon, comme beaucoup de pays africains, était mal parti dès le moment des indépendances. Nos indépendances ont été octroyées et non pas conquises. Vous comprenez donc que ce sont là des indépendances principalement tronquées. Et quand nous voyons la convergence entre ces indépendances et le diktat qui a été institué comme forme de gouvernement dans nos pays, on comprend donc que nous n'avons pas de réelles indépendances. Le Gabon n'est donc pas indépendant, et en fait depuis 50 ans, nous subissons les conséquences de ce manque de souveraineté. Et moi je voudrais dire aux Gabonais que le 17 août devrait désormais être une date à boycotter. Voilà pourquoi j'invite principalement notre population à éventuellement commencer à adopter une attitude de rejet vis-à-vis de cette date, à rester à la maison plutôt que de participer à des fêtes qui en fait n'avancent pas la dignité nationale. Et en réalité, je pense que pour les Gabonais, la vraie date de notre indépendance commencera avec la chute du régime de Bongo Ondimba, parce que ce régime a été réellement, pour nous, synonyme de cette perte de dignité que je crois que les Gabonais doivent aujourd'hui reconquérir. Mais je voudrais également ajouter que nous avons dans notre pays des symboles qui, quelque part, quand on considère qu'aujourd'hui notre peuple se doit d'adopter une attitude de défiance, des symboles comme des édifices publics, comme l'université qu'on appelle aujourd'hui Omar Bongo, je pense que les Gabonais, même sans autorisation officielle, devraient commencer à débaptiser eux-mêmes ces édifices. L'université Omar Bongo devrait s'appeler Université nationale du Gabon, ou à la limite, honorer des gens qui ont réellement symbolisé la nature intellectuelle de notre pays. J'ai un ancien ami du nom de Grégory Ngouaminza, qui est pour moi un héros national, quelqu'un qui a combattu pour l'idéal démocratique. Je pense que l'université qu'on appelle aujourd'hui Université Omar Bongo pourrait devenir demain, dans un nouveau régime, Université Grégory Ngouaminza. Voilà donc quelque part, pour commencer, l'attitude à laquelle je voudrais inviter le peuple gabonais. Mais je vais quand même, avant de vous permettre de commencer à poser vos questions, dire que c'est le moment de reconnaître quelque part le courage du peuple gabonais. Parce qu'il y a eu un moment inédit lors de la mort d'Amo, André Mbobam, paix à son âme, un moment inédit dans l'histoire de notre pays, où notre peuple s'est mis debout, montrant en fait qu'il était capable de symboliser quelque part ce rejet que nous attendons de ceux qui dirigent actuellement notre pays. Parce qu'au-delà même de l'amour qu'ils ont montré à André Mbobam, je crois que le peuple a été dehors aussi pour simplement défier une autorité
qui a tendance à lui dire de ne pas se mettre debout, de ne pas manifester. Donc quand ce peuple va à l'aéroport accueillir la dépouille d'un Bobam, ça a été également le sens de leur rejet, l'expression de ce rejet de ceux qui aujourd'hui l'oppriment. Voilà pourquoi je voudrais donc commencer cette émission par donc honorer notre peuple, honorer son courage et à l'encourager à toujours exprimer cette défiance partout où cela sera demandé. Voilà. D'abord, vous demandez ceci. Lorsque vous lancez cet appel à l'endroit de vos compatriotes, notamment boycotter la date du 17 août, est-ce que ce n'est pas là un appel antipatriotique tout de même? Quelques mots sur la question. Oui, écoutez, le patriotisme est d'abord avant tout ce qu'on appelle une expression de souveraineté. C'est-à-dire que la question nationale touche également à ce qu'on appelle la fierté nationale. Quand un Gabonais est fier de lui-même, et cette fierté n'est pas juste une question culturelle, c'est d'abord aussi une question d'identité. Le Gabonais doit à un moment se sentir fier d'appartenir à son pays. Comparons. Je suis sûr qu'aujourd'hui en Guinée équatoriale, les Équato-Guinéens sont fiers de qui ils sont. Parce que aujourd'hui, ils nous ont démontré qu'avec un leader éclairé, on est capable d'accomplir beaucoup, même quand on est dictateur. Mais chez nous, non seulement du côté des institutions, tout comme du côté de la gestion des ressources naturelles, nous avons une calamité. Donc, de quoi peut-on être fier? Nous avons des indépendances tronquées, nous avons une gouvernance tronquée, nous avons une arrogance de ceux qui dirigent ce pays qui n'a pas de limite. On déballe comme ça devant la population gabonaise cette arrogance. On devient le chauffeur de joueurs de football. On déshonore la profession de président de la République. Mais c'est un théâtre. Alors, moi je pense que soit vous choisissez de faire du cinéma et vous devenez acteur, ou chanteur, ou chauffeur de taxibus, soit vous décidez de diriger notre pays. Voilà. Est-ce que c'est cette somme de scènes théâtrales qui vous a poussé à vous exiler? Parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de vous, depuis Bongo Père jusqu'à aujourd'hui. Il y a le fils qui est à la tête de l'État. Cela fait quand même beaucoup d'années aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez dire à vos compatriotes aujourd'hui ce qui a justifié cet exil à l'extérieur du pays? Mais vous savez que nous sommes dans un pays où les idées contradictoires n'ont jamais réellement été acceptées. Vous savez également qu'une opposition sérieusement engagée sur la voie de la réforme, mais également sur l'idée que quand on ne peut pas obtenir la réforme par le dialogue, on doit l'imposer. Ce type d'opposant ne fait pas long feu dans notre pays. Je crois que j'ai été exilé également aussi par l'effet justement d'une dictature qui m'a refusé le passeport gabonais pendant une bonne période. Je me souviens qu'en 2009, j'avais fait une tentative de retour au pays. J'avais demandé aux diverses ambassades ce qu'on appelle un tenant-lieu de passeport. J'ai eu le plus grand mal à l'obtenir. Mais vous imaginez qu'à cette époque, Omar Bongo était déjà mort. Quand je demande à l'ambassadrice ou enfin peut-être au consul, à New York, de me délivrer un non-lieu, elle me dit, écoutez, je vais d'abord appeler Ali Bongo, qui n'était encore à cette époque que ministre de la Défense. Mais alors que nous avions quand même une présidente de transition dans ce pays. Alors, Ali Bongo semblait déjà être le président de la République à cette époque, puisque pour délivrer un passeport à un citoyen, lui qui n'était alors que ministre de la Défense, non pas ministre des Affaires étrangères, devenait en fait l'autorité de délivrance d'un passeport à un opposant comme moi. Donc, je suis quand même rentré dans mon pays en 2009, provisoirement, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ce pays tue toute forme d'initiative citoyenne. Et la dictature, c'est un peu cela. Elle n'est pas propice à l'expression libre des idées, et des hommes à la pensée libre sont généralement tenus à l'écart. Et opposé à la dictature, justement, l'insurrection, et on dit de vous être le chantre de l'insurrection. Est-ce une démarche responsable? Oh, absolument. Mais je crois que les gens comprennent très mal ce qu'on appelle insurrection. C'est l'occasion d'expliquer. L'insurrection, c'est d'abord une attitude. Une attitude de refus d'obéir
à des lois injustes. Il faut le comprendre. C'est d'abord cette attitude. Quand un citoyen décide que j'arrête d'être brimé, je refuse d'être brimé, je n'accorderai plus jamais aucune parcelle de pouvoir sur moi à qui que ce soit qui aurait pour but de me priver de parole. C'est d'abord cela. Ça veut donc dire que l'insurrection, c'est l'idée simplement de dire, écoutez, je suis fatigué de voir que ma sueur, le travail de ma sueur est irrémédiablement, continuellement galvaudé par un régime qui, en fin de compte, ne sait pas répondre à mes attentes. Donc, j'arrête d'aller travailler, je reste à la maison. Ça, c'est l'insurrection. L'insurrection, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, je voudrais être dans la rue pour exprimer mon opinion. Même quand on enverrait des militaires pour m'empêcher de manifester, je décide quand même que je manifesterai parce qu'en réalité, on ne peut pas comprimer cet élan citoyen. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste quelque chose qui est lié à la violence ou à la possession d'armes ou à la guerre. L'insurrection, c'est un citoyen décidant tout simplement que j'arrête d'être opprimé. Voilà, et c'est ce citoyen qui, évidemment, et comme vous le dites si bien, doit avoir son salut, non pas par la famille Bongo, ni par Jésus-Christ qui est au paradis, mais par sa propre volonté, comme un esclave qui se libère de ses chaînes. Absolument, absolument. Nous devons sortir du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que cette attitude par laquelle on vend à l'esclave des faveurs en lui faisant croire que quelque part, sa survie dépend toujours du maître et que même quand on se sait libre, on continue à voir le maître comme la personne à qui l'on doit sa survie. Je crois que le Gabonais a été conditionné à penser de cette manière. Mais heureusement que pour ceux qui savent lire un peu l'attitude de notre pays, on entrevoit en réalité que ce qui empêche en fait ce peuple de se prononcer véritablement et de manière vigoureuse, ce n'est pas le peuple lui-même. C'est une certaine dissonance entre son élite politique et ce peuple. Il y a une contradiction forte entre les aspirations de ce peuple et ce que l'élite politique fait en fait de ses aspirations. Si vous lisez l'état mental du peuple gabonais, qu'il s'agisse de 1990 avec l'arrivée de Paul Mbabesole, donc vous voyez que le peuple a toujours suivi les leaders radicaux. Mbabesole a donné l'illusion d'être un radical, le peuple était derrière lui. Pierre Mamboundou a fait du radicalisme son cheval de bataille, le peuple était derrière lui. En 2009, André Mbobam, ce qui est cas quand même exceptionnel dans l'histoire de la République, était 2 semaines avant l'élection encore l'homme le plus honni de la République, puisqu'on se souvient quand même de son bilan comme ministre de l'Intérieur. Mais pourtant, 2 semaines plus tard, parce qu'il avait donné l'impression à notre peuple d'être quelqu'un qui voulait la rupture, eh bien le peuple a suivi. Alors donc, je pense que notre peuple est résolument dans cette attitude déjà de défiance. Seulement, il va falloir que l'élite politique canalise cette énergie. Plutôt que de dire au peuple, restez à la maison, nous savons ce que nous faisons, il faut plutôt responsabiliser le peuple, lui faire comprendre qu'il fait partie de l'équation. L'élite fait de la politique, j'allais dire, dans ce qu'on appelle le salon de velours. Donc, évidemment, ce n'est pas une faute. Il faut, à notre élite, la capacité de penser le Gabon de demain. Mais seulement, on ne peut pas s'arrêter que là. Il faut maintenant traduire dans la pratique cette attitude et canaliser l'énergie populaire vers ce qui réalisera le Gabon de demain. Et l'énergie populaire peut se radicaliser, vous ne craignez pas cela? Mais le radicalisme n'est pas nécessairement un problème. Tout citoyen est nécessairement radical devant des situations d'oppression. Pourquoi voulez-vous que, face à la violence d'un État, le citoyen reste passif? Et c'est quoi le radicalisme? Le simple fait de dire, écoutez, je vais dans la rue pour dire à un monsieur, gère mieux mon pays. Mais c'est ce qu'on attend de tout Gabonais aujourd'hui. Lui reprocher cela, c'est reproduire cet art que j'appelle des arts bongoïstes, qui veulent que le citoyen gabonais n'ose jamais exprimer ses opinions, n'ose jamais se révolter devant, j'allais dire, le laisser-aller. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes horribles dans notre pays. Les crimes rituels, c'est quoi ce phénomène? Mais c'est ce que j'appelle un génocide qui ne dit pas son nom. Notre peuple subit la meurtrissure
la meurtrissure quotidienne. Voilà, des meurtrissures que vous évoquez depuis que vous avez commencé votre combat et des meurtrissures que vous classez sur un intervalle de 50 ans. Mais absolument, absolument. Et il faut que nous commencions à établir des liens mathématiques entre les comportements de nos dirigeants et les souffrances du peuple. Je vous ai parfois parlé, en d'autres lieux, de l'équation économique où parfois on ne voit pas les liens entre ce qui élève l'homme gabonais et ce qui l'abaisse. Aujourd'hui, nous parlons de dictature au Gabon. Mais la dictature tue l'économie de plusieurs manières. Vous êtes de la profession journalistique. Bien sûr. Votre profession dépend de votre capacité à exprimer librement non seulement vos propres opinions en tant que journaliste, puisque vous devez aussi analyser la société, mais l'identification que vous faites des problèmes qui se posent dans la société. Et en fait, vous êtes des alliés d'un régime qui sait voir en vous des alliés. Puisque vous identifiez des choses dans des domaines qu'un leader ne voit pas toujours, surtout quand on est président de la République. On est dans une tour d'ivoire, on ne voit pas tout. Tout ce que vous savez du pays, c'est un peu ce que vos collaborateurs vous disent. Mais généralement, quand vous êtes un leader avisé, vous ne vous basez pas uniquement sur l'opinion de vos collaborateurs. Ce que vous faites, c'est que vous écoutez, vous lisez ce que les journaux disent, vous regardez de temps en temps la télévision, vous lisez de temps en temps des rapports qui sont faits à l'étranger sur votre pays. Ça vous donne une dimension, une vision globale de votre pays. Ce que vous faites alors, c'est utiliser cette information pour mieux organiser votre action. Or, si on prive un journaliste de la capacité de s'exprimer, et surtout, je voudrais parler du journaliste qui est chef d'entreprise, celui qui crée son journal, il se crée à lui-même un emploi. Et si il a le journal, il va forcément employer une secrétaire. Donc il crée un emploi supplémentaire. Il va employer des journalistes qui vont écrire des articles, aller sur le terrain. Il crée au minimum 3, 4, 5 emplois. Voilà un citoyen qui aide l'État à se dégager de la responsabilité de pourvoir à tous les emplois. Voilà un citoyen qui crée dans le secteur privé une dynamique, qui favorise en réalité la consommation, puisqu'il paie des salaires. Mais quand vous fermez un journal, vous avez tué 5 emplois, vous avez causé la misère dans 5 familles. Voilà les liens que je crois que nous devons commencer à voir. Et il n'y a pas que ça. Au Gabon, par exemple, justement, puisque j'en fus victime, vous faites du passeport une faveur. Bon. Mais dans les pays occidentaux, il y a ce qu'on appelle les impôts directs et indirects. Les Occidentaux libéralisent la délivrance des documents officiels. Pourquoi? Parce que l'État est la première entreprise du pays. L'État pourvoit des services, certains gratuits, d'autres qui ne le sont pas. Quand ils ne sont pas gratuits, c'est une manière pour l'État de faire entrer de l'argent. Ça veut donc dire que le passeport est un élément, simplement une tactique de l'État de se faire un peu plus d'argent. Ça veut donc dire, calcul simple, si vous permettez chaque année à 100 000 à 200 000 Gabonais d'obtenir librement leur passeport, même si vous mettiez le passeport à 100 000 francs, faites la multiplication, vous avez quelques milliards qui rentrent dans les caisses, qui peuvent aller alimenter les hôpitaux en médicaments, qui peuvent construire des écoles. Mais ça a toujours été le cas. Ah non, au Gabon, le passeport n'est pas toujours été payant, en fait. Ah oui, bon, évidemment, l'État, dans tous les pays, on paiera le passeport. C'est pas gratuit, mais l'idée, c'est que ce paiement n'est pas pour alimenter la caisse personnelle du président de la République, comme c'est fait au Gabon. Mais le Gabon est l'un des rares pays où, dans le formulaire de délivrance du passeport, on ne parle pas du ministère des Affaires étrangères, on parle de la présidence de la République. Ça veut donc dire que Ali Bongo a aujourd'hui un contrôle direct sur la délivrance du passeport. Mais non seulement cela, il a organisé la délivrance du passeport en mafia. Vous voyez des équipes qui vont à l'étranger, qui touchent en cash le paiement de ces passeports, et ce cash remontant directement à la présidente de la République. Mais c'est un scandale. Et on se demande où va l'argent de ce pays. Voilà, docteur, nous allons évoluer, et puisque l'on parle des questions politiques, on a évoqué le retour au multipartisme depuis les années 90. On a beaucoup parlé aussi, et vous l'énonciez un peu plus haut, la mollesse des leaders politiques. Que proposez-vous aujourd'hui? Ben écoutez, vous êtes un de ces leaders. Absolument. Vous posez là, je pense, l'une des questions les plus essentielles, qui concerne même la raison de mon retour politique au Gabon. Je ne voudrais pas jeter l'anathème
sur l'engagement politique de qui que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons respecter avant tout l'engagement des uns et des autres. Je pense que l'engagement politique est une question de sensibilité. Un peu comme dans la population gabonaise, vous avez des courageux, des moins courageux et peut-être des pas courageux du tout. On ne va pas reprocher aux citoyens ce qu'ils sont. Ça, c'est la base. Mais j'estime que, quelle que soit la forme d'engagement politique que vous prenez, vous devez le faire avec sincérité. Sincérité. Donc, on ne parlera pas forcément de mollesse dans ce cas. On parlera plutôt de sincérité. Parce que la sincérité, vous savez, elle découle de ce qu'on appelle la conviction. Et la conviction, c'est quelque chose qui vous vient des tripes, pas du cerveau. Des tripes. Le cerveau a ce côté assez intéressant. C'est qu'il peut vous inhiber. Parce que les considérations personnelles, familiales, claniques, parfois, bon, dès qu'on réfléchit trop, on n'est plus un homme capable d'action. Mais la révolte est une émotion, évidemment, qui part de réalités communes, comme on voit son enfant mourir dans un hôpital sans médicaments. Bon, on a un sentiment de révolte. Ce n'est pas le cerveau qui fonctionne là, c'est les tripes. Quand on dit, mon Dieu, mon enfant est mort parce qu'il n'y a pas de médicaments à l'hôpital. Oui, cette émotion-là, c'est l'émotion de la révolte. Moi, j'ai fait un choix qui était un choix de conviction. J'ai vu que le régime Bongo était mauvais. Bongo m'a invité, comme tous les autres, à le rencontrer, à entrer dans son système, puisque par 6 fois, Omar Bongo m'a invité à le rencontrer. Vous l'avez rencontré? J'ai refusé chacune des rencontres. Pourquoi? Parce que vous savez, le comportement d'un homme, ça se lit assez simplement. J'ai vu qu'Omar Bongo ne donnait aucune valeur aux idées. Quand il décidait de rencontrer un opposant, c'était généralement pour lui proposer un poste et lui dire « tais-toi ». Évidemment, il y en a qui ont répondu à cet appel de cette manière. L'appel de la mallette, l'appel du ventre. Mais moi, je suis allé au-delà. Je me suis dit, mais le Daniel Mengara que je suis vise la réforme de nos institutions parce que je sais que la survie de notre peuple dépend fortement de la manière dont le pays est dirigé. Donc je suis préoccupé par, on va dire, les aspects de la bonne gouvernance. Je m'étais dit, mais même si j'étais un génie, considérant le système qu'Omar Bongo a mis en place, le plus gros génie du monde n'y pourrait rien. Rien du tout. Premier ministre, ministre, vous entrez dedans, c'est comme plonger dans la boue. C'est pas du pessimisme, souillé. Oh non, alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du pessimisme, parce que je sais que de bonnes institutions en place, on résout l'équation du Gabon très rapidement. Mais les institutions, c'est le cadre qui permet justement d'éviter les perversions, les lubies, toutes ces choses qui ont dénaturé la gestion même de notre pays. Nous avons un pays où on récompense le banditisme aujourd'hui, la corruption. Regardez ceux qui ont des postes. Vous verrez que la plupart, ce sont des détourneurs. Alors, donc, l'idée c'est que ils sont dans ce qu'on appelle le « qui se ressemble s'assemble ». Voilà pourquoi moi, me sentant un homme de moralité, je ne pouvais pas me sentir bien dans cette équation. Et donc, pour répondre en fait à votre question, je dirais que ceux qui ont fait le choix d'entrer savaient, un peu comme moi, que c'était un système mauvais. Mais ils ont quand même fait le choix d'entrer. En cela, ils se sont fait complices d'une manière de faire, d'une manière de gérer, et il leur appartient d'assumer les conséquences de ce qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, nous avons par exemple un système politique qui a fait qu'on hérite du fils, après que le père ait compromis l'avenir national. Bon, on ne peut pas donc délier les deux. Il y a donc Ali Bongo qui est la conséquence du système qui avait été mis en place et dans lequel plusieurs ont participé. Donc à chacun de répondre de ses responsabilités à ce niveau. Mais pour juger de l'engagement des opposants, je crois que le peuple gabonais doit regarder la question de la sincérité. Parce que, comme je l'ai dit, elle découle d'abord d'une conviction, mais cette conviction est celle aussi qui nous pousse à l'action libératrice et d'une manière qui engage le peuple. Parce que vous savez, moi, je ne suis qu'un élément du peuple. Je ne suis pas la personne qui va se démultiplier pour libérer le Gabon. Mais j'estime qu'il y a forcément des citoyens dans ce pays qui pensent comme moi. Et j'estime que c'est la majorité. Et c'est à cette majorité que je m'adresse pour dire qu'écoutez, vous avez le pouvoir de décision. Vous avez le pouvoir de
destitution. Vous avez le pouvoir de vous révolter. Il va falloir à un moment que, ensemble, ceux qui pensent que ce pays est mal géré, ceux qui pensent qu'on peut faire mieux, se mettent debout et l'expriment clairement. Qu'ils le fassent dans la rue ou dans la maison, ce n'est pas important. Je l'ai toujours dit, même quand vous n'avez pas le courage d'être dans la rue, vous pouvez avoir le courage de rester à la maison. Parce que à chaque fois que vous allez travailler, vous alimentez ce système, vous alimentez la corruption. Il suffirait que les Gabonais restent à la maison un mois et ce système s'écroule. Acceptez de souffrir, chers compatriotes. On ne vous demande pas forcément d'être dans la rue. Si vous avez peur de la rue, restez à la maison, vous aurez le résultat que vous désirez. Voilà, Daniel, le docteur Daniel Mengara, justement, le débat se poursuit. Il y a effectivement qu'on doit également, dans cette démarche, évoquer les rapports que vous avez avec d'autres leaders politiques. J'entends ceux du pouvoir comme ceux de la majorité, puisque ce sont tout de même vos compatriotes. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'être en contact avec ceux du PDG, du Parti démocratique gabonais? Et deuxième préoccupation, quels sont les rapports que vous entretenez actuellement avec l'opposition qui aujourd'hui se fait parler d'elle? Alors, non, je dois vous avouer que mes rapports avec le PDG ou ses leaders ont été très limités. Bon, j'allais dire qu'en dehors des tentatives qui avaient été faites à l'époque par des gens justement comme Ali Bongo, Bobam et pas mal pour me mettre en contact avec Omar Bongo, je n'ai pas eu de contact personnel avec le leadership du PDG. Ça ne veut pas dire que je m'en prive nécessairement. Il me semble que si il y a besoin un jour de rencontrer quelqu'un qui veut vraiment discuter de l'avenir du Gabon, je ne m'en priverai pas. Parce que vous savez, vous voulez réformer votre pays, vous n'allez pas le faire qu'avec les gens avec qui vous partagez les mêmes opinions. Donc je suis principalement ouvert à la discussion avec n'importe quel leader. Aujourd'hui, nous avons un compatriote comme Barreau Chambrier qui semble montrer un petit élan de patriotisme. Voilà, par exemple, un élément du PDG avec lequel je ne manquerai pas de discuter. Avec le reste de l'opposition, j'entretiens des rapports un peu plus proches. Et en fait, je pourrais vous dire que l'une des missions, ou plutôt, oui, que je me suis fixé dans le cadre de ce retour, a été justement de rencontrer un certain nombre d'entre eux. En fait, je voudrais tous les rencontrer, parce qu'il me semble que, bon, des États-Unis, il n'est pas toujours facile, surtout avec le téléphone, n'est-ce pas, de communiquer. Donc, je ne me prive pas pendant ce temps de les rencontrer. J'en ai déjà rencontré pas mal. Hein. Bon, évidemment, le doyen Luc Bongonossi, mais également, hier, j'ai rencontré Jean Ping, j'ai rencontré Mugomba, et je continue certainement à entrer en contact avec le reste. Donc, je crois que, bon, ce sont des rapports courtois. Il est évident que sur le plan idéologique, n'ayant jamais discuté en personne avec eux, j'ai besoin justement d'avoir une lecture beaucoup plus concrète de là où ils se situent par rapport à la problématique qui est la nôtre. Et je crois que j'aurai, au bout d'un certain temps, une idée plus précise. Et certainement, mon désir est de créer avec eux une dynamique basée sur les aspirations les plus fondamentales de notre peuple. Ça veut donc dire l'organiser dans une attitude de défiance qui viserait justement à restaurer la dignité de notre pays. Aujourd'hui, nous avons un débat important qui concerne 2016. Je sais que vous avez probablement des questions là-dessus, et certainement j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, parce que je pense que cette année va déterminer pour très longtemps l'avenir de notre pays. Vous savez, hein, moi j'ai une peur, une grande peur, qu'après 50 ans de gestion calamiteuse par la même famille, nous ne soyons dans une situation où, si Ali Bongo passait en 2016, et surtout, si nous laissons l'élection de 2016 se tenir avec Ali Bongo toujours au pouvoir, nous nous garantissons en fait au moins 20 à 30 années de régime Bongo, et quand je dis Bongo, dans ce cas, Ali Bongo, supplémentaire. Ça veut donc dire que nous serons probablement dans une situation où la même famille, le même clan, va diriger notre pays pendant au moins 70 ans. Parce que je ne vois pas un dictateur rester au pouvoir moins de 30 ans. Nous sommes donc partis pour 30 ans d'Ali Bongo, ou on va dire 28 ans pour être exact. Quand vous ajoutez ces 28 ans aux 42 du père, vous avez 70 ans par la même famille, le même clan.
Moi, en tant que Gabonais, ça me révolte. Voilà, ça vous révolte au point où vous faites des propositions, mais des propositions qui semblent évidemment aux yeux de l'opinion comme concrètes. Je m'en vais vous les citer. Hein. Vous proposez par exemple la mise à plat des institutions. Pensez-vous que cela soit possible, alors même que vos compatriotes de l'opposition font face à un pouvoir sourd, ça c'est la première chose, et qu'il reste quelques mois avant l'échéance 2016, pensez-vous que ce soit possible? Vous savez, tout est possible quand on fait preuve de bonne volonté. Je traduis là la résignation du peuple gabonais. Bon, oui, je dirais même que ce n'est pas le peuple gabonais qui est résigné, c'est le leadership qui est résigné. Quelque part, c'est un paradoxe. Le peuple est prêt, le leadership ne l'est pas. Il faut le dire. Je pense que là, vous posez en fait la question fondamentale. Comment fait-on pour mobiliser un peuple devant les grands enjeux? Je pense aujourd'hui que notre opposition est un peu dans tous les sens. Nous avons besoin de simplifier le langage. Nous avons besoin de simplifier les enjeux. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour ce que j'appelle la rupture de dialogue. Parce que vous savez, beaucoup de mes collègues dans l'opposition rêvent encore d'une forme de dialogue avec le régime Bongo. Mais moi je dis que quand vous avez, par exemple, demandé des dialogues inclusifs relatifs à la réforme des institutions et que la personne qui se dit garante de ces institutions refuse ce dialogue, c'est un refus de dialogue. Je me souviens que la société civile, en 2010-2011, avait essayé d'organiser des forats. Bon, l'idée était qu'il fallait organiser une conférence nationale. Souveraine. Voilà. Et la conférence nationale, malheureusement, est un outil qui a besoin que le régime en place soit partie prenante, puisqu'il s'agit d'un consensus à dégager au sein de la classe politique, ce qui permet par la suite d'arriver à une solution partagée par tous. Un accord, donc, auquel tout le monde est tenu. Il se trouve que là encore, Ali Bongo a dit non. Évidemment, il a proposé un dialogue dans le cadre du CND, Conseil national de la démocratie, se trompant en fait de contexte. Ça, c'est une institution. Mais la négociation qui concerne le peuple ne peut pas se passer dans le cadre d'une institution, en plus nommée par le régime. Il faut donc que ce dialogue ne soit imaginé que hors de ces cadres qui sont contrôlés par le régime. Et je suppose que l'opposition semble avoir refusé cette offre-là. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas en réalité d'interlocuteur au niveau de l'État. Alors, si la personne avec laquelle vous voulez discuter refuse le dialogue, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez éternellement qu'il soit disposé? Non, c'est à ce moment que l'attitude citoyenne dont on parle doit intervenir. Vous rompez le dialogue, puisque vous n'avez pas voulu parler avec nous, alors on y va tout seul. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. Le Burkina n'a eu qu'une seule opportunité. On a voulu modifier un article de la Constitution. L'opposition a appelé Compaoré au dialogue. Compaoré a fait la sourde oreille. Les Burkinabés se sont mis dans la rue. Voyant cela, Compaoré change d'avis. Ok, venez discuter. Mais il était trop tard. L'opposition a dit, quand on vous proposait le dialogue, vous avez refusé. Maintenant, c'est trop tard. Et vous voyez, une semaine a suffi pour défaire un dictateur qui était supposé être un dictateur militaire, donc redoutable. Et soutenu. Voilà. Et soutenu par la France, dans ce cas. Mais même la France ne pouvait rien devant un peuple révolté. Voilà. Alors donc, je vais conclure sur cette idée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tout simplement à clarifier ce que j'appelle, en langage militaire, les termes de l'engagement. Donc, moi, je recommande à l'opposition de rompre le dialogue. Parce que, vous voyez, il y a un paradoxe dans ce qu'on appelle la rupture de dialogue. La meilleure manière d'obtenir le dialogue, c'est de le rompre. Puisque ça met votre adversaire dans cette situation où le rapport de force est tendu. Mais où vous tenez la main? Parce que vous savez, l'opposition, c'est le peuple gabonais. L'opposition porte en elle les
aspirations fondamentales de ce peuple, que le régime que nous avons en place ne peut certainement représenter. Ça veut dire que dans ce moment de tension, l'opposition est nécessairement en position de force. Ça voudra dire qu'à terme, c'est le régime qui recherchera le dialogue à ce moment-là. Mais à ce moment, vous êtes en position de mieux imposer votre volonté. Voilà. Et on le sait également, vous récusez, du moins, vous ne faites pas trop confiance au regroupement et autres coalitions. Parce que selon vous, c'est une façon, on va dire, de mettre dans le même moule toutes les énergies qui pourraient être comprimées. C'est une crainte, ça? Absolument, c'est une crainte. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'étudie un peu la politique, hein, comme novice depuis un certain nombre d'années, mais 17 années d'exil, avec le regard un peu distancé, me permettent parfois de faire des analyses, n'est-ce pas, un peu simples. C'est un peu, hein, dans le cadre, par exemple, de mon attitude en tant que leader du Bongo doit partir, un mouvement que j'ai défini, en fait, sur la base de constats, hein, au niveau du Gabon. C'est qu'en fait, ces choses-là peuvent s'observer et se mathématiser. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que, d'une certaine manière, nous avions besoin d'orienter ce débat dans un sens qui pouvait nous permettre d'engager pleinement le peuple gabonais. Parce que ce qui lui manque en réalité au Gabon, c'est cette communion entre le peuple et son opposition. Voyez-vous, quand vous créez une coalition, la coalition devient par nature partisane, donc exclusive. Mais le pire, c'est quand cette coalition est basée sur la notion d'unité, pour l'unité, parce que simplement on se dit opposé au régime et on veut la fin du régime. Ça, ce n'est pas une idéologie. Tout le monde, même jusqu'au village, veut le départ d'Ali Bongo du pouvoir. Mais ce n'est pas ça une idéologie. On ne peut pas créer une coalition sur une notion aussi, j'allais dire vague. Quelque peu abstraite. Voilà. Ce qui réunit les gens, ce sont les enjeux. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on défend? Et pour ça, on n'a pas besoin de coalition. Pourquoi? Parce que, vous savez, ces enjeux sont partagés au-delà de la coalition. Donc, si vous dites on est coalition, automatiquement vous excluez une autre section du peuple gabonais. Et pourtant, si vous partagez les mêmes enjeux, vous limitez dans un cadre très restrictif l'action politique. Or, quand il s'agit d'engager la nation dans une dynamique, soyons plutôt solidaires autour d'enjeux. L'enjeu le plus urgent aujourd'hui pour les Gabonais, c'est la question, par exemple, de la destitution d'Ali Bongo. Voilà un thème rassembleur. Ce thème rassemblera, par exemple, les hommes du front. Mais ça rassemblera aussi ceux qui n'appartiennent pas, par exemple, au front. Ça, c'est un bon exemple que je donne. Mais si nous pensons que tout le monde doit nécessairement adhérer au front, je crois que nous nous trompons de méthode. Parce que la dynamique doit forcément être inclusive. Voilà pourquoi nous pensons que mettons au devant de tout le monde un enjeu. Si nous partageons tous l'idée que nous devons destituer Ali Bongo, ben faisons feu de tout bois pour que chacun d'entre nous, chacun des leaders, se prononce dès aujourd'hui pour la destitution. C'est une chose simple. Ça ne demande pas des tournures compliquées, ça ne demande pas des contorsions. C'est soit vous voulez destituer, soit vous ne le voulez pas. Voilà. Et la destitution se fait automatiquement le refrain de tous les Gabonais si tout le monde dans le leadership l'adopte. Mais il ne faut pas juste dire destitution. Créer le cadre. Parce que la destitution, c'est un mot. Il faut créer un cadre qui permette d'outiller l'idée et d'en faire une idée pratique dans laquelle on peut engager le peuple. Voilà pourquoi nous avons plutôt proposé la tenue d'une assemblée constituante. Parce que ce modèle-là, il réunit en fait tous les outils dont on a besoin. L'assemblée constituante a d'abord pour objectif de rédiger une nouvelle constitution. Ma proposition pour l'opposition, lors de ces conciliabules que je suis en train de faire, c'est de dire aux gens, mettons en place cette assemblée constituante. Le premier objectif, c'est de rédiger la nouvelle constitution du Gabon. Et là, j'innove. Pourquoi? Parce que je dis, n'attendons pas la permission du régime. Tout à fait. Tout citoyen peut s'engager dans cette initiative. Si le régime ne veut pas y participer,
définissons par nous-mêmes ce que nous voulons faire du Gabon. Les idéaux sont simples. Et pour les questions de transparence, nous demandons quoi? Le retour d'un deuxième tour d'élection. Les questions de transparence électorale. La capacité de mitiger les pouvoirs du président de la République, puisqu'aujourd'hui, ce sont des pouvoirs illimités. La limitation des mandats, ces choses que nous partageons tous, mais qui peuvent être essentialisées dans la production d'un nouveau document constitutionnel. Voilà. Alors, mais il y a aussi, dans cet objectif d'Assemblée constituante, la possibilité d'organiser la destitution d'Ali Bongo Ondimba. Mais l'avantage d'une Assemblée constituante, c'est que, vous savez, la conférence nationale a un modèle très élitiste. Ce sera souvent des modèles associatifs, politiques. 90 nous l'a montré. C'était un rassemblement élitiste, limité à Libreville. Mais l'Assemblée constituante veut dire la possibilité de faire remonter des provinces, des délégués qui seront engagés pleinement pour valider ce processus. Nous engageons par ce processus l'ensemble de la nation, l'ensemble du peuple gabonais. Et vous voyez qu'il y a une grande différence à ce niveau entre faire une résolution élitiste ou engager le peuple dans le processus du changement. Donc je pense que si l'opposition, ça ne demande pas beaucoup, ça demande simplement le courage, je dis bien le courage, de dire nous demandons la destitution d'Ali Bongo, et non seulement nous la demandons, puisque nous n'allons pas le faire de manière séparée, nous nous réunissons, j'allais dire en comité de destitution ou de préparation de l'Assemblée constituante, et nous disons d'une seule voix que nous sommes d'accord que, nous sommes prêts à rompre le dialogue immédiatement, nous mettons en place un ultimatum par lequel nous disons au régime, nous vous donnons telle période pour que cette liste de revendications qui sont non négociables, qui sont, j'allais dire, absolues, soient entièrement validées, acceptées. Sans cela, nous passons dans la phase insurrectionnelle, qui veut donc dire l'organisation de cette Assemblée constituante, dans laquelle nous sommes prêts à mobiliser l'ensemble du peuple gabonais. C'est un processus simple. Ça ne demande pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de contorsion particulière. Soit on est sincère avec l'idée du changement, soit on ne l'est pas. Voilà. Et vous qui évoquez le courage, hein, c'est sans doute ce courage que vous avez eu de décider de venir au Gabon, puisque beaucoup de compatriotes craignaient que l'on ne vous reçoive avec des menottes. Oui, bon, écoutez, je crois que, bon, écoutez, quand on est opposant, la prison fait partie de l'équation qu'on accepte. On m'aurait accueilli avec des menottes, que j'aurais été en prison avec le sourire. Puisque ça ne fait que confirmer ce que je combats. Je deviens donc le symbole de cette vérité étalée aux yeux du monde. Voilà. Donc ça ne m'a jamais inquiété. Voilà. Et que dites-vous pour 2016, finalement? Il y en a, vous le savez, au Gabon, il y en a qui ne prennent pas souvent le temps de lire les événements, d'observer ce qui se fait, et qui peuvent vous coller une étiquette sur le dos. Le docteur Daniel Mengara, candidat, possible candidat, si toutefois l'élection 2016 se tient au Gabon? Mais vous savez, c'est un débat un peu bizarre, hein, cher compatriote, cher ami. La question électorale, elle n'est pas compliquée. La question aujourd'hui n'est pas de savoir qui est le meilleur candidat, qui ne l'est pas. J'estime qu'en l'état actuel de notre pays, n'importe qui peut mieux faire qu'un Bongo Ondimba. Il faut le dire. Donc chacun des potentiels candidats peut mieux faire. Mais la question n'est pas pour moi aujourd'hui de dire si je suis candidat ou pas. Puisque je sais d'avance que quel que soit le candidat que nous aurons, et quelle que soit la formule, candidat unique ou pas, qu'on aura, les mêmes causes produiront les mêmes effets, dans la mesure où le système institutionnel qui nous empêche de gagner les élections, ou du moins d'accéder au pouvoir, parce qu'il est évident que l'opposition, plus ou moins, remporte des scrutins dans ce pays, présidentiels et autres. Mais les institutions ne permettent pas l'accession au pouvoir, parce que les autres proclament des résultats, même quand ils ont perdu, ils les fabriquent. Nous avons donc une situation où, si on ne prend pas les devants, en nous assurant des conditions de la transparence avant la tenue de l'élection, nous allons à l'abattoir. Mais comprenez-moi bien,
André Obongbam est celui qui s'est quand même vanté d'avoir mis en place ce système. Lors de sa campagne, il disait qu'il le connaissait bien, ce système. Que ce qui s'était passé avant ne se passerait pas. Il faut repartir dans les archives de ces déclarations. Mais je pourrais vous dire que si le concepteur lui-même d'une machine est incapable de la défaire, c'est que le contrôle de la machine lui a échappé. Alors, nous comprenons donc que l'histoire de notre pays est tellement têtue. Prenez toutes les dates. 93, 98, 2005, 2009, toutes perdues. Pas parce que l'opposition ne les avait pas gagnées, mais parce que le système est conçu pour empêcher l'accession au pouvoir d'un opposant. Devant cette réalité, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que c'est le moment d'engager le peuple dans ce débat. Voilà. Et le peuple qui doit prendre ses responsabilités, disent certains. Absolument. Alors, docteur Daniel Mengara, bon, on va poser une question quelque peu à caractère personnel, puisque il faut écouter tous les Gabonais qui peuvent avoir des informations aussi bonnes qu'erronées, mais toutefois des informations et des avis à respecter. On vous attribue des liens avec le vénérable Nkeya. Nkeya. Avocat. Ou l'avocat. Oui. Oh, bah écoutez, le maître Nkeya, vous voulez Maître dire. Nkeya. Mais des rapports, je ne sais pas, mais je crois savoir que M. Nkeya, maître Nkeya, est plutôt un homme de Mivul. Je suis Mivoulois. Rien que par cela, nous nous connaissons depuis des années, avant même que Nkeya ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, encore que je ne sais pas, parce que j'ai un peu perdu la trace. Voilà, nous sommes déjà originaires de la même localité. Pourquoi ne se connaîtrait-on pas? Je suis sûr qu'il y a des gens dans le régime aujourd'hui qui sont de Mivul que je connais. N'est-ce pas? Donc ça ne devrait étonner personne que, venant de la même localité, vous vous connaissiez. Alors donc, je ne sais pas hein, ce que vous avez derrière, parce que je ne sais pas ce qui est derrière la rumeur dont vous parlez. Mais connaître un homme de la même localité que soi-même ne me semble pas étrange. Voilà, beaucoup qui ont pensé évidemment qu'il vous serait très difficile de convaincre du fait de cette situation. Passons, dans tous les cas, il y a une autre interrogation, et on va revenir sur ce que vous avez dit déjà, ces Gabonais, vos compatriotes qui auraient aimé quand même que le combat, que vous le meniez sur place. Y a-t-il une différence à mener un combat en exil ou sur ses propres terres? Bon, il faut d'abord, je crois, écarter... C'est pour la bonne compréhension, oui, justement, oui. Des Gabonais. Je crois qu'il faut d'abord écarter cette manière de créer la dichotomie entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire quand on est citoyen. Je crois qu'on est citoyen gabonais où qu'on soit à l'étranger ou sur le terrain, on reste gabonais. Dès lors qu'on est partagé par les mêmes convictions, on ne peut que s'engager. Donc l'engagement n'est pas une question de situation géographique. Et encore qu'à ce niveau, je pourrais vous dire que même l'opposition de terrain est quelque part exilée, dans la mesure où elle vit un exil politique, même à l'intérieur du pays. Et pour pouvoir justifier un tel argument, qu'il n'y a que sur le terrain que ça vaut quelque chose, on pourrait alors dire à ceux qui le disent, bon, si ceux qui sont dans la diaspora n'ont rien obtenu comme résultat, mais il faut montrer le résultat qui a été obtenu par ceux qui sont sur le terrain. Mais nous avons là 26 ans déjà de lutte politique où les choses n'ont pas changé. Donc on ne peut pas, comme ça d'emblée, dire que c'est parce qu'on est sur le terrain qu'on combat mieux. Mais je concède que le retour au pays est toujours essentiel quand on veut créer des dynamiques solidaires. Et c'est ce qui explique aujourd'hui mon retour. L'éloignement a aussi ses avantages, parce qu'il y a des idées qu'on acquiert de par l'expérience étrangère, mais ces choses-là doivent être capables de contribuer à notre émancipation. Je dirais même qu'aujourd'hui, bon, il y a quelque chose qui m'amuse, parce que vous verrez que même le leadership politique local passe beaucoup plus son temps sur Facebook aujourd'hui, donc nous sommes un peu collègues dans cette virtualité politique où nous exprimons... On vous a reproché. Voilà, qu'on m'a reproché, mais vers laquelle je vois de plus en plus de leaders se tourner. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut éloigner
de la conception du combat politique cette dichotomie. Je pense que le citoyen gabonais doit pouvoir défendre les intérêts du Gabonais, où qu'il soit. Et moi, je pense que il y a tout simplement à accorder de la valeur au combat que les uns et les autres mènent, de manière à tout simplement combiner tout cela en un tout vigoureux, puissant, capable donc d'amener au changement auquel nous aspirons. Le tout réside donc dans la façon de mener le combat en toute responsabilité. Docteur Daniel Mengara, il nous reste très peu de temps. Je vais quand même vous poser une question qui peut vous paraître peut-être banale, mais c'est une question quand même. Quel bon souvenir gardez-vous du système Bongo? Écoutez, je vais vous dire mes souvenirs du système Bongo. Les bons. Les mauvais, nous les connaissons. Malheureusement, il n'y en a aucun. Je vais me permettre de l'affirmer. Je suis né fils de paysan. Commençons par là. Je n'ai connu que la pauvreté. J'ai eu des difficultés déjà à avancer dès ma tendre enfance. Mimvoul, par exemple, n'avait pas de collège. J'ai donc dû aller étudier à Bitam. À Bitam, je ne voyais pas ma famille pendant 1 an, puisque je n'avais même pas les moyens de retourner à Mimvoul, et pourtant nous ne parlons là que d'une centaine de kilomètres. Donc, j'ai vécu souvent en isolation de mes parents dès l'âge de 12 ans, quand je suis allé au collège Jésus-Marie de Bitam. Là, j'ai connu les conditions qui demandaient que je me lève à 12 ans. D'abord, que je sois responsable de penser à louer ma chambre, quelque part, à marcher chaque jour, je crois, à peu près 7-8 km entre là où j'habitais pour aller à l'école. Et puis quand je suis venu à Libreville, bien qu'habitant chez les parents, malheureusement pauvres, je me voyais passer une journée entière à l'école sans manger. Je me souviens avoir fouillé les poubelles de Pélisson pour chercher du pain rassis que l'on jetait. Et ce qui me frappe, c'est que tant d'années plus tard, ça n'a pas changé. Beaucoup de Gabonais mènent encore le même niveau de vie. Non seulement cela, mais ça empire. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de réduire ces marges-là, on voit encore de plus en plus de gens le faire. Et en fait, il y a un documentaire d'une chaîne de télévision américaine qui était passé il y a quelques années, qui montrait des Gabonais en train de fouiller les poubelles pour manger. Cher ami, le régime Bongo n'a rien fait de bon. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit de comparer simplement avec ce qui se passe en Guinée équatoriale. En une quinzaine d'années, ils ont fait ce que les Bongos n'ont jamais pu faire en 50 ans, et en fait ne pourront jamais faire sur 200 ans. Qu'est-ce qu'on va dire de positif sur ce régime? Pendant que les enfants meurent à l'hôpital, on amène Messi au Gabon, on lui paie des milliards de francs CFA qui auraient pu aller sauver des enfants à l'hôpital. Regardez les bilans sur l'état de santé au niveau du Gabon. Si on vous dit par exemple que 3000 bébés meurent au Gabon chaque année, de causes diverses qui pourraient être épargnées par une gestion responsable de nos ressources, malnutrition, paludisme, des choses qui ne sont pas nécessairement fatales, mais qu'on pourrait épargner. 3000 bébés. Multipliez ça par 50 ans. Et imaginez qu'on vous mette devant vous 3000 bébés, multipliés par 5 ans, le nombre, le tas que ça ferait. C'est la population d'une nation. C'est la population d'une nation. C'est un génocide. Et ça, ce n'est que les bébés. Nous ne parlons pas encore des mères qui meurent à l'hôpital, de fausses couches et pas mal d'autres affections. Nous ne parlons pas encore de l'état de santé de la population, qui fait que la longévité de notre pays, bon, une 50aine d'années, c'est pas grand-chose, ça. Même le Maroc, ils atteignent 70 ans. Mais, et pour moi, c'est dramatique, parce que dans un pays, en plus, où le système éducatif fait que l'étudiant, l'élève gabonais va à l'université très tard, ailleurs c'est 18 ans, ici, la moyenne se trouve dans les 23, 24, 25 ans. Vous finissez un doctorat, vous avez 35 ans. Mais si on vous dit que la longévité n'est que de 50 ans, à peine avez-vous fini vos études, vous vous apprêtez déjà à mourir. Vous n'avez pas le temps d'exercer ni d'apprécier la vie. Une espérance de vie raccourcie. Automatiquement.
expérience de vie naturelle, mais aussi professionnelle. Vous n'apportez rien à votre pays. Et le pire, c'est que nous avons des lois qui inhibent même l'initiative de la jeunesse. Regardez au Gabon. On nous dit qu'on ne peut pas être président de la République avant l'âge de 40 ans. Mais des pays comme la France et autres commencent à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Sont-ils idiots pour dire que oui, n'importe qui, à l'âge de la majorité, peut accéder à n'importe quelle fonction? C'est parce que voilà des hommes et des femmes, des peuples qui valorisent l'intelligence, qui comprennent que l'intelligence, ce n'est pas une question de vieillesse, c'est une question d'habileté, de talent. Qu'un jeune peut avoir le talent qu'un vieux ne peut pas avoir, et qu'il faut donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Dans notre pays, vous ne pouvez pas vous exprimer avant cet âge de 40 ans. C'est un scandale. Ça veut donc dire qu'on crée une sorte de pérennisation de choses qui n'ont aucun sens et qui ne permettent pas à notre jeunesse de s'exprimer. Donc nous avons là, d'un côté, le génocide physique de notre population, mais nous avons également un génocide intellectuel qui inhibe la pensée créatrice, qui inhibe la pensée novatrice, et vous vous étonnez de la débâcle nationale. Voilà. Merci, docteur Mengara. Nous allons clôturer cet entretien. Il nous reste très peu de temps. Hein. 2 petites questions. Ça veut dire votre mot de la fin, votre adresse à l'endroit de vos compatriotes. Et cette question qui me vient tout de suite à l'esprit, comme ça, on vous annonce au bout du fil le chef de l'exécutif, Ali Bongo Ondimba. Vous le prenez en ligne ou pas? Ben écoutez, bon, je vous parlerai en termes d'exemple. Il m'est arrivé une expérience assez intéressante il y a quelques années où un homme de ma contrée, qui est aujourd'hui député, donc je ne dirai pas le nom, par je ne sais quelle manigance, s'arrange pour faire croire à Omar Bongo que je voulais lui parler. Donc un jour, on m'appelle du Gabon. Mengara, le président veut te parler. Je dis, président, quel président? Je m'attendais peut-être à un président de parti politique, j'en sais rien. Président Bongo. Ah bon, président Bongo? Oui, il veut te parler. Je dis, ah bon. Et donc, comment cet arrangement a-t-il été fait? Il dit, non, bon, voilà, il veut te parler. Je dis, bon, écoute, donc, quand tu es là-bas, toi, est-ce que je t'ai dit que je voulais parler à Omar Bongo? Il me dit non. Je dis, bon, débrouille-toi avec Omar Bongo. Donc, j'ai raccroché. Bonne réponse, je crois, qui vous indique plus ou moins ce que je ferai. Et je vous dirai aussi que quand j'étais ici en 2009, Ali Bongo a essayé de me rencontrer 2 fois. J'ai également refusé. Vous savez, pour moi, ce n'est pas tellement que je ne veuille pas parler à un autre Gabonais. Il est important de le comprendre. Voilà. La question pour moi est une question de valeur. Qu'est-ce que ce Gabonais veut me dire qui soit important pour l'avenir de notre pays? Malheureusement, avec les Bongos, on ne discute jamais des valeurs, on discute d'argent. Et moi, je n'ai pas les valeurs qui tournent autour du pouvoir de l'argent. Ça veut dire que vous êtes à l'abri du besoin? Pas nécessairement. Je pense que vous avez des exemples ici dans votre pays qui sont déjà parlants. Monsieur Bengonossi, il y a même l'aîné Martin de Zomela, qui sont des hommes de valeur, qui ne sont pas rentrés dans le système et qui ont survécu. Non, j'ai les moyens normaux d'un simple professeur d'université. Si vous considérez qu'un professeur d'université est riche au Gabon, c'est qu'il est riche aux États-Unis. Non, ce n'est pas le fait de venir des États-Unis qui fait de moi un homme à argent. Je suis plutôt un homme de valeur. Je me contente de la dignité qui vient de ce que je gagne honnêtement. Je le gère de la meilleure manière que je peux. J'élève mes enfants dans la dignité, sachant que je suis fier de l'effort personnel qui vient de mon travail, de ma profession. Et je me contente de ça. Et je crois que j'inviterai la plupart des Gabonais à faire cette expérience, parce que vous allez voir que le régime qui se nourrit justement du côté un peu parasitaire, qui fait que parfois on va prendre 2000 francs, un t-shirt, eh bien ce régime mourra de lui-même si on ne lui donne plus l'opportunité de nous ridiculiser de cette manière. Voilà. Ne plus donner l'opportunité de se faire clochardiser par le régime, dixit le docteur Daniel Mengara. C'est ainsi que l'on peut retenir ce qu'il vient de dire. Docteur, vous avez 1 minute pour conclure cet entretien en vous adressant non pas à moi, mais plutôt à vos compatriotes qui sans doute vont vous découvrir pour certains, je le précise, et qui ont sans doute depuis longtemps entendu parler de vous. Oui, merci. Cher
compatriote, hein, Monsieur Cyrano. Merci donc encore une fois pour l'opportunité. Merci à votre chaîne pour l'opportunité. Je vais être simple et succinct et dire au peuple gabonais, chers compatriotes, que c'est le moment de se mettre debout. Se mettre debout est une chose simple. C'est exprimer le refus de l'arbitraire. Ce sont les arbitraires du système Bongo PDG qui nous ont conduits à ce qui fait aujourd'hui que vos enfants se meurent dans des hôpitaux mouroirs, faute de médicaments, faute de médecins. La situation n'est pas désespérée. Nous pouvons faire dans ce pays en 5 ans ce que les Bongos n'ont jamais pu faire en 50 ans de pouvoir. Dès la chute du régime de Bongo, vous aurez au minimum 200 milliards qui se libéreront simplement du fait que le régime n'est plus en place. 200 milliards qui peuvent faire que dès la première année, vous seriez capable d'envoyer vos enfants à l'école sans payer un seul centime. Dès la première année, nous aurons les écoles qui nous permettront d'éviter la pléthore dans les salles de classe. Dès la première année, vous aurez la possibilité de voir vos enfants aller dans des bus scolaires payés par l'État, sécurisant ainsi vos enfants, puisqu'on évite par exemple l'insécurité, les crimes rituels, les enlèvements, par le fait que le bus prend vos enfants de l'école, les amène à la maison. C'est le moment de se mettre debout pour arrêter la meurtrissure. Et je vous invite à simplement répéter l'expérience que vous avez eue lors des obsèques d'Amo. Je vous demande de ne plus célébrer vos héros uniquement quand ils sont morts. Célébrez-les aussi au moment où ils vous disent « Mettez-vous debout et marchez vers votre liberté ». Je vous remercie. Voilà, le docteur Daniel Mengara, que nous retrouverons sans doute au cours des prochains mois, puisque les questions qui concernent la libération du Gabon, il en fait son affaire, tout comme d'autres leaders politiques.